Le grand oral RTBF le soir, Jacques Reimers. Madame, monsieur, bienvenue dans le Grand Oral, l'interview d'une personnalité par 3 journalistes des rédactions de la RTBF et du Soir. Et aujourd'hui, c'est Jean Hendrix que nous accueillons. Bonjour. Bonjour. Jean Hendrix qui est professeur d'économie à l'UCL et avec qui nous aborderons tout d'abord la question de la gouvernance. Et nous verrons que pour disposer de mandataires publics responsables, eh bien, il y a une série de conditions à respecter. Ce sera avec vous, Jean-Pierre Jacquemin, directeur de l'information à la RTBF. Oui, se basant sur une étude que vous avez faite il y a 2 ans, en 2015. Alors on verra si vous êtes toujours aussi positif, parce que vous disiez à l'époque, je vous lis, un signe positif est que les valeurs de bonne gouvernance, de résultats, d'efficacité sont de plus en plus partagées par les dirigeants politiques et les responsables administratifs. On parle quand même bien, et c'est aussi noté dans votre étude, de dizaines de milliers de mandats dans des entreprises publiques. On verra comment on peut mieux gérer tout cela avec le contrôle du citoyen, certainement. Car en effet, nous n'allons pas limiter notre propos au constat ou à l'observation de déficits ou de lacunes. Vous nous proposerez, Jean Hendrix, une liste d'actions concrètes pour améliorer la gestion publique. Ce sera avec vous, Béatrice Delvaux, éditorialiste en chef au journal Le Soir. Ben oui, des solutions, en fait, c'est un peu ce que tout le monde demande. On voit aujourd'hui que même la Flandre en cherche. On apprenait là tout à l'heure que la NVA allait proposer la fusion d'intercommunales, par exemple dans l'énergie, pour ne plus avoir qu'une espèce de grande société énergique. Donc on voit que tout ça rend les partis assez créatifs. Je suis curieuse de voir si le professeur est surpris finalement que les partis soient à ce point surpris, puisque lui travaille sur ces sujets depuis longtemps, donc c'est qu'il y avait des soucis. Il cite aussi les cas qui ont émaillé, parce qu'aujourd'hui on parle beaucoup de Netis, Publifin, Publipar, mais il y a eu Dexia, il y a eu le dossier Arco, il y a le problème dans la cybersécurité, les LuxLeaks, les accords fiscaux entre la Belgique et Luxembourg. Donc on a un problème de malgouvernance qui ne date pas d'aujourd'hui. Nous reviendrons aussi sur la réforme des pensions, puisque notre invité est l'un des membres du conseil académique qui inspire le gouvernement fédéral en cette matière. Vous nous direz, Jean Hendrix, où en est le projet de porter l'âge de la retraite à 67 ans. Enfin, cette autre réforme, celle de l'enseignement, nous verrons ce que vous pensez du pacte d'excellence, du point de vue donc de l'économiste et du professeur que vous êtes. C'est parti pour 40 minutes. Nous sommes en radio sur la première, en télévision sur la 3 et sur Internet. Jean Hendrix, qui est aussi membre de l'ASBL, de l'Institut Itinéra, c'est un think tank, un groupe de réflexion sur les questions sociales pour améliorer la politique. Alors, comme l'a dit Béatrice, à propos de surprise, vous-même, avez-vous été surpris par les révélations successives concernant les rémunérations exorbitantes, des cumuls inappropriés ou encore des conflits d'intérêts ? Bon, écoutez, pas vraiment, parce qu'en fait, c'est quelque chose qui est un peu récurrent dans le paysage politique belge, même dans d'autres pays. Le regret, c'est un peu qu'on ne voit que la partie visible de l'iceberg, avec en conséquence souvent une forme de lynchage médiatique en réaction à ces affaires. Mais on ne va pas en dessous de la surface pour voir un petit peu quels sont les principaux leviers, les problèmes, je dirais, de logique systémique dans une organisation publique qui sont en fait les producteurs de ces affaires et qui évidemment sont beaucoup plus difficiles à résoudre que simplement de regarder l'aspect légal ou illégal d'une affaire particulière. Vous parlez de lynchage médiatique, mais la responsabilité première, avant de parler du rôle des médias, c'est d'abord les politiques eux-mêmes qui n'ont pas vu ce que manifestement vous dénonciez déjà, vous et d'autres d'ailleurs, dans votre étude en 2015. Oui, donc ce qu'on dit, c'est que la chasse aux sorcières, c'est une chose, mais ça ne va pas changer la logique de système qui est en amont, à la source de ces affaires. La commission d'enquête va le faire ? Non, parce que la commission d'enquête va surtout chercher à trouver les responsables ad nominem, plutôt que de chercher à regarder qu'est-ce qu'il y a dans la logique de système fait que si on ne change pas, on va continuer avec ces mêmes affaires. On a eu l'affaire Donfu, rappelez-vous, il y a un certain temps. C'est du même genre, il n'y a pas grand-chose de différent ici. Je vais reprendre 2 mots que vous avez utilisés, enfin 2 concepts, chasse aux sorcières, lynchage médiatique. Vous trouvez que les médias ne font pas leur job là-dedans ? Est-ce qu'il faudrait laisser faire ?
Non, pas du tout. C'est important. Donc, c'est important que les médias, plus que des opinions, qu'ils informent l'opinion, donc qu'ils soient un acteur de transparence et de plus de visibilité sur notamment les mandats. Les réseaux sociaux, quand je parle de la charge médiatique, c'est surtout vis-à-vis des réseaux sociaux, qui sont beaucoup plus incontrôlables et où on peut plus facilement se lâcher et détruire des gens, parfois à tort. Donc ça, c'est surtout l'aspect, je dirais, plutôt légalité. Vous pourriez nous faire le reproche, quand on relit votre étude d'il y a deux ans, que vous mettiez déjà le doigt sur ces dysfonctionnements, sur ces milliers de mandats publics qui étaient décernés, attribués, sans vérification de la compétence des gens. C'est ce que vous me notiez déjà dans le document. Oui, mais donc ça, c'était basé sur les affaires du passé. Et pourquoi ça prend maintenant? Ça n'a pas pris à l'époque, parce que... Mais on en parlait beaucoup dans les médias, l'affaire Donfu et toutes ces affaires-là, l'affaire Arcos, on en parle toujours en Flandre, donc l'affaire Dexia, on en parlait, donc, on les oublie. Donc on a la mémoire courte, et ce que je dis, c'est que ce sont les mêmes causes qui sont là derrière. Et donc c'est aux causes des problèmes qu'il faut s'attaquer. Alors on va en parler précisément, mais il y a 10 ans déjà, Elio Di Rupo dénonçait les parvenus. Est-ce qu'aujourd'hui, l'examen de conscience du politique auquel on assiste, ou au début d'examen de conscience auquel on assiste, est-ce que vous pensez qu'il est sincère cette fois? Mais je ne sais pas, à dire vrai, parce que chaque parti, et a raison, a un code de déontologie. Mais la raison est très simple, c'est pour protéger la réputation du parti. Il suffit qu'une personne commette une infraction, ça peut nuire à l'ensemble de l'image du parti. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui d'ailleurs. Donc c'est très important pour un parti de faire appliquer ce code de déontologie. Et donc moi, ma première question, pourquoi on ne l'a pas appliqué? Pourquoi il n'y a pas eu un contrôle interne plus important sur les différents membres du parti? Et vous avez une réponse? C'est au parti le premier à faire son nettoyage. Et vous avez une réponse à ça, vous? Non, je n'en ai pas. Je ne connais pas le mode de fonctionnement à l'intérieur des partis. Mais je trouve que là, ça a été une erreur. La première erreur grave, c'est celle-là. Et quand si un parti contrôle ses troupes et ses membres, ce risque de dérapage a moins de chances de se produire. Sauf que c'est dans l'intérêt du parti de le faire, c'est ça que je ne comprends pas. Oui, mais les partis reçoivent également de l'argent via ces mandats publics, puisque une bonne partie des mandataires, à des proportions différentes selon les partis, renvoient de l'argent vers le parti sur ces montants financiers. Oui, dans une mesure, ça varie d'un parti à l'autre, ça. On parle de dizaines de milliers de mandats publics qui renverraient, pour certains 10%, pour d'autres 30% vers les partis. C'est aussi... Oui, mais bon... C'est pas une espèce de cercle... J'ai pas envie de faire un procès d'intention sur les partis ici. Je veux vraiment que les partis nettoient à l'intérieur de leur groupe eux-mêmes. C'est leur première responsabilité. Donc on avait parlé de responsabilité. C'est la responsabilité des partis, et de la gouvernance même d'un parti, de contrôler ses membres et d'éviter les risques de dérapage. Parce que ça nuit à la réputation entière du parti. Alors aujourd'hui, c'est la sphère politique qui est impactée, qui est dans l'œil du cyclone. Vous êtes un académicien, membre d'une université. Est-ce que des conflits d'intérêts, des cumuls inappropriés, des rémunérations exorbitantes, est-ce qu'il n'y en a pas aussi dans d'autres sphères économiques, académiques? Jusqu'où va aller finalement cette grande lessive à laquelle on assiste aujourd'hui? Oui, parce qu'on ne les met pas à jour, mais aux États-Unis, il y a eu des grands débats sur l'intervention de grands scientifiques dans les études d'efficacité de certains médicaments, notamment, financés par des groupes pharmaceutiques. Donc ça a été sur la place publique, ça a créé des grands scandales, ça a créé des grandes tensions au sein des grandes universités américaines, et maintenant, il y a une forme de gouvernance qui a été installée, il y a des règles de bonne pratique du style de déclarer tout conflit potentiel d'intérêt avant de publier une recherche quelconque. Ouais, si on suit ça jusqu'au bout, le gouvernement, le secrétariat d'État de Trump doit démissionner déjà en bloc. Ils ont tous des intérêts privés dans des matières où ils ont des compétences. Et ils sont déclarés. Et ils sont déclarés. Donc c'est public, donc maintenant c'est déclaré. Ici, c'est la même chose pour les scientifiques. Ils l'ont déclaré. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on l'interdit. Oui. Non, mais c'est ça les conflits d'intérêts, parce que vous dites il faut les mettre à jour, mais on voit que cette notion-là elle-même est contestée. Quand on voit Siegfried Brack qui ne comprend pas, et qui comprend en fait sous la pression, une pression intense, que finalement il doit se résoudre à renoncer à son mandat chez Telenet alors qu'il est président de la Chambre, mais il n'est toujours pas d'accord avec l'idée que ça posait un problème. Oui, donc ça, moi je lis ça comme une forme d'effacement de la norme. Et qui progresse. Il y a une dérive. On vit dans un monde politique qui semble un peu déconnecté de la réalité et du citoyen, et qui adopte des habitudes que les autres membres dans ce milieu politique adoptent et qui trouvent normales, en fait. La norme d'un comportement, c'est fondamentalement relatif au comportement des gens qu'on fréquente. Et donc là, j'ai vraiment l'impression, et c'est aussi un sujet très difficile, mais c'est qu'il y a une espèce d'affaissement progressif de la norme.
Accepter qu'on soit rémunéré pour des réunions où on n'est pas présent, pour le grand public, c'est inconcevable. Pour eux, ça semble normal. Alors, on va poursuivre sur ce thème de la gouvernance avec cette étude dont on a parlé et que vous avez menée, Jean Hendricks, en 2015 déjà, une étude sur les conditions du succès d'une bonne gouvernance publique. Le Grand Oral, RTBF le soir. Car en effet, pour que la gestion publique soit efficace et performante, il faut des mandataires publics responsables et cela suppose une série de conditions qui doivent être remplies. Vous en avez identifié plusieurs, Jean Hendricks. Cela va du développement des compétences nécessaires à l'existence de sanctions, pour n'en citer que 2. Alors vos réponses, vos commentaires sur ce qui devrait faire le socle de cette indispensable responsabilité publique, c'est avec vous, Jean-Pierre Jacquemin. Oui, Jean Hendricks. D'abord, replantons un peu le décor. L'économie publique, la chose publique, la gestion publique, ça représente quoi dans notre univers à nous, dans notre monde à nous? Est-ce que c'est si important que ça, ou est-ce que quelque part, on pourrait se dire qu'on pourrait s'en passer et dire que tout peut être géré par le privé, quitte à avoir des cahiers des charges, des contrats de gestion et des choses comme ça? Bon, j'aimerais bien vous répondre simplement en disant il y a le secteur public, il y a le secteur privé et il y a autant de personnes qui travaillent dans le secteur public. Le problème, c'est qu'il y a une marge d'ombre d'activités qui sont... Donnons déjà les enveloppes en sachant qu'il y a des intersections, mais enfin, faisons un peu de mathématiques. Au sens strict, c'est-à-dire vraiment le secteur public sans interférence du secteur privé, on est à peu près à 1 emploi sur 3. Oui. Okay. Donc une personne sur 3 au travail est un fonctionnaire. Est un fonctionnaire. En Wallonie? En Wallonie. Un peu moins en Flandre, mais la différence n'est pas énorme. Donc il y a eu un rattrapage d'une certaine manière, surtout au niveau des emplois locaux, des fonctionnaires locaux en Flandre. Il y a un rattrapage. Maintenant, il y a toute cette zone grise qui concerne notamment l'enseignement, qui concerne les soins de santé et qui concerne un peu tout le monde du non-marchand et des titres-services qui, en bonne partie... fonctionne grâce à des subsides relativement importants. En bonne partie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que... Ça peut aller jusqu'à 80-90%. L'économie publique. Donc si je prends ces gens, si j'ajoute ces gens, donc les enseignants, les médecins, les infirmières et tous ces gens qui travaillent dans le non-marchand, on a 1 emploi sur 2 en Wallonie qui est dans le secteur public au sens large. Donc on est dans une structure qui est un peu particulière, où on a autant de personnes dans le secteur public qui sont quelque part sous l'autorité ou la tutelle de... notamment via des subsides, donc de l'État. Et pour le reste, c'est le marché qui décide. En Flandre, c'est moins. Tout ce secteur non marchand est beaucoup plus faible, et donc on est plutôt autour de 40% dans le secteur public au sens large. Donc ce que ça veut dire, c'est, vous avez raison, ça veut dire qu'on doit absolument être attentif à la bonne organisation et au bon fonctionnement du secteur public. Est-ce que ça donnerait des signaux, pour refaire un peu appel à l'histoire ancienne, est-ce que c'est une structure étatique nationalisée dans laquelle nous nous trouvons en Wallonie et qu'il serait un peu moins en Flandre? Un peu plus étatique, très certainement. Donc la présence de l'État est beaucoup plus importante dans la région wallonne qu'en région flamande. Est-ce que c'est péjoratif dans votre bouche? Est-ce que une économie publique importante est quelque chose qui est néfaste au développement de l'économie? Non, à condition qu'elle soit efficace. Est-ce qu'elle l'est maintenant? Non. Pas du tout? Non. Et les affaires en sont juste le reflet. Non, mais certains disent on ne va quand même pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Ce n'est qu'un pourcentage de mandataires qui ont pas respecté des codes de déontologie, qui n'ont pas respecté la morale. Mais tout ça, finalement, madame, monsieur, n'est finalement pas si illégal que ça. Est-ce que c'est vraiment quelque chose de très important? Non, c'est essentiel. Donc prenons ce qui nous occupe aujourd'hui de l'actualité, c'est les intercommunales. Une intercommunale, ça sert à quoi? Ça sert à faire des marchés groupés pour réduire le coût de certaines fournitures. Que ce soit le sel pour l'hiver, l'électricité, parfois des restructurations le gaz, pour éviter des coûts donc de faire des économies d'échelle dans tous les cas. Mais les économies d'échelle sont faites en vue de baisser le coût de services publics pour le citoyen. Oui. Le fait est que quand on fait ces grandes intercommunales, on centralise un peu tout et chaque commune veut être représentée. Pour ça, on crée des mandats. Mais elle veut être représentée pour les mandats ou dans un bon but au début? Parce que soyons... Certains disent que c'est pour privilégier, être sûr qu'on va quand même bien traiter le local. Pas à cette échelle. Pas à cette échelle. On a des conseils d'administration et des mandats. C'est pléthorique. Oh, vous dites intercommunal, allez, je vais le dire, un sorte de groupon comme il existe maintenant sur... Est-ce que ça rapporte aux consommateurs? Est-ce que, par exemple... Non, ce que je dis, c'est qu'une bonne partie du gain de l'intercommunal est en quelque sorte capturée par toute cette série de mandats et de conseils d'administration pléthoriques. C'est ça que je dis. Et que jusqu'à un certain point, j'irais même jusqu'à dire qu'il y a un conflit potentiel d'intérêts
entre les actionnaires de ces intercommunales et le citoyen lui-même. C'est parce quoi les missions, les objectifs ne sont pas clairement définis? Ne sont pas alignés sur l'intérêt général, l'intérêt du citoyen. L'intérêt du citoyen, c'est d'avoir une facture d'électricité la plus faible possible. Ou un service particulièrement bien rendu. Ou un service bien, mais on ne peut pas dire que... Est-ce que, par exemple, les consommateurs de l'électricité et du gaz à Liège, puisqu'on sait que c'est une des vaches à lait du groupe Publifin Netis, payent moins cher ou sont honorés de, financièrement. Ça ne se traduit pas dans les chiffres. Il suffit de voir le coût moyen de la facture du kilowatt à Liège. Il n'est pas plus faible, il est plus cher qu'en Flandre, par exemple, et même dans tous les pays voisins. Donc, on a une anomalie justement au niveau de la région wallonne en termes de coût du kilowatt. Et dans ce coût du kilowatt, il y a notamment toute la facture de distribution d'électricité. Donc je pourrais croire qu'en payant ma facture de gaz et d'électricité, je participe finalement au financement de l'intercommunal, alors que ça devrait être dans le sens inverse. C'est l'intercommunal qui devrait me permettre de baisser ma facture. Et vous dites qu'il y a un conflit d'intérêts, pour être bien clair, c'est-à-dire que vous dites, à un moment donné, l'administrateur public, finalement, se sert plutôt lui qu'il ne sert le consommateur qu'il est censé desservir. Mais ça fait partie de la dérive. Oui. Donc ça, c'est quand même une dérive fondamentale qui va au-delà de la question de la légalité ou non. Parce qu'on peut très bien dire que ce n'est pas illégal. Alors cette dérive, c'est minoritaire ou c'est majoritaire, selon vous? Écoutez, quand on a vu toutes les discussions et l'opposition face à la libéralisation de l'électricité, du marché de l'électricité, dont on savait très bien qu'économiquement, ça allait aboutir par une baisse du prix de l'électricité, mais aussi une baisse des dividendes aux communes, on a vu l'opposition des communes et on se pose la question, tiens, pourquoi les communes sont aussi farouchement opposées à la libéralisation du marché de l'électricité? Baisse d'un dividende aux communes, ça peut être intéressant, ça peut faire marcher l'administration communale et rendre un meilleur service. Pour autant que les dividendes soient bien redistribués sous forme de services publics supplémentaires, mais pour ça, il faudrait avoir une information qui est censée être publique et qui ne l'est pas, à savoir les budgets des villes et des communes. Alors, pour améliorer les choses, vous dites un certain nombre de choses, clarification des missions objectives, vous dites aussi adaptation des structures d'organisation. On ne peut pas rentrer dans les détails dans cette émission-ci, mais qu'est-ce qu'il faudrait faire tout de suite? On sort de la commission d'enquête. Qu'est-ce qu'il faudrait faire tout de suite pour que l'on s'y retrouve et que cette gestion publique soit bonne? Bien qu'on définisse clairement, sur papier, la mission et l'objectif d'une intercommunale. Ça n'est pas fait maintenant. Je vous me défie de me définir la mission et l'objectif de Publifin. C'est de là que vient le problème maintenant. Donc, de créer une structure. Donc si vous n'avez pas un objectif clair, c'est impossible de vous évaluer. Donc en début de mandat, on donne un objectif, et qui évalue? C'est le Parlement. Le Parlement est fondamentalement en incapacité d'évaluer ce genre d'intercommunal. Pour une raison simple, c'est qu'on n'a pas mis en place, noir sur blanc, des objectifs et des missions à accomplir. Et qui dit évaluation, dit sanction, et là aussi vous dites, absolument, dans les conditions d'une nécessaire responsabilité publique, il faut des sanctions négatives et positives. Absolument. Donc ça l'opinion comprend bien aussi, c'est cette espèce de ras-le-bol vis-à-vis de toutes ces formes d'impunité. Donc quand des actes délictuels sont commis, on passe l'éponge, il n'y a pas de sanction véritablement. Et ça, c'est la responsabilité. Alors, pour avoir une vraie responsabilité publique, il faut que quelqu'un sache que s'il commet une irrégularité, il y a sanction. Oui, mais alors, et c'est la différence avec le privé. C'est la différence avec le privé. Ça veut dire la sanction, c'est l'élection. Un mandataire public ou un homme politique qui passe par l'élection, s'il fait mal son boulot, l'électeur peut le sanctionner. Ça ne suffit pas? Beaucoup de ces hommes politiques sont élus localement. Et donc, on peut très bien commettre certains actes délictuels et rester très populaire localement. Et dans le privé, on est dehors. C'est ça la différence. Si on est condamné, non, mais ça se fait comment? Ça se fait éligible. On peut être... Et vous rapportez des ressources financières à votre commune. Est-ce que vous direz... Et c'est ce que le citoyen localement regarde. On ne regarde pas ce que le citoyen des communes voisines doit payer en contrepartie. Donc si certaines communes ou villes arrivent à canaliser une bonne partie des ressources au détriment des autres, ça va faire plaisir à l'électeur local. Au regard de ce que vous connaissez des choses, est-ce que vous pouvez dire maintenant que ce qui a été mis en place à Publifin Netis est délictuel, selon vous? Illégal, vous voulez dire? Oui. Ben non, parce que est-ce que c'est de la loi... Est-ce que c'est de la corruption, telle qu'on pourrait l'appeler dans les grands... Ça, c'est la commission d'enquête qui pourra le déterminer. Je ne connais pas les détails de l'affaire. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut aller absolument au-delà de la question de la légalité. C'est
il n'y a pas que ça en termes de gouvernance. La gouvernance, ça marche sur deux pieds. Il y a la légalité et il y a la responsabilité et l'efficacité. Alors précisément, on va poursuivre sur les solutions que l'on peut mettre sur la table pour améliorer cette gestion publique. On sait que les différents partis, mais aussi le gouvernement wallon et de nombreuses structures réagissent actuellement et formulent des propositions de transparence, de décumul, de limitation des rémunérations et des intercommunales aussi, dont vous venez de parler, Jean Hendricks. Est-ce suffisant ? Y a-t-il d'autres pistes d'amélioration ? On poursuit sur ce thème avec Béatrice Delvaux. Oui, donc ce que vous dites, c'est donc qu'il faut être dans la structure même des organisations et améliorer leur fonctionnement, leur composition, leur délégation de mission, les compétences des gens qui sont là. Donc, est-ce que ça veut dire que tout ce qui est mis sur table aujourd'hui, le fait qu'on a M. Magnette et M. Marcourt qui ont la composition de leur cabinet public, on a la demande de transparence totale qui vient aussi maintenant du nord du pays avec le SPA qui la réclame à Corée-Acri, on a les règles de décumul, on a l'écolo qui veut empêcher le cumul entre bourgmestre et député. Est-ce que ça sert à rien? Si, ça sert, ça fait partie de la solution, mais on ne doit pas s'arrêter là. Parce que si ça s'arrête là, on n'a pas remis en question, finalement, la structure d'organisation de Publifin, en soi. Et c'est ça qui est sous la surface, la partie non visible de l'iceberg, c'est est-ce que cette structure est adaptée pour servir le citoyen? Quand je vois qu'il y a autant d'activités différentes et aussi peu complémentaires entre elles qui sont organisées au sein de Publifin, je me pose quelle est la complémentarité entre la gestion d'un fonds de pension pour les pouvoirs locaux, entre la gestion de l'énergie renouvelable, entre l'investissement dans les entreprises privées, entre toute une série... Donc, ils ont aussi repris la dette, d'ailleurs, de la région sur les photovoltaïques. Donc, sur toutes ces formes d'activités très différentes, et sur les télécommunications, et racheter des médias. Ça, on a l'impression de revoir les milliardaires qui rachètent des médias, pas... C'est pas l'État qui fait ça. Donc on est quand même, en l'occurrence, une intercommunale. Donc ça paraît quand même curieux. On ne voit pas les synergies. Quand vous voulez défendre un projet de consolidation... Et il y a un paquet de milliers d'emplois là derrière quand même. Oui, mais attendez, revenons. Je vais revenir tout de suite sur l'emploi, mais quand même, dans une structure privée, quand on décide de refaire une restructuration et de consolider, on regarde s'il y a des complémentarités entre les différentes activités. C'est le critère numéro 1. Ou on démantèle, ce qui fut le cas de la Générale de Belgique à l'époque, où ceux qui ont repris ont dit finalement toutes ces activités entre elles n'ont rien à voir. Reprenons l'exemple des médias que vous utilisez. On sait que dans le monde actuel, avec la révolution numérique qui est en place et tout, il faut avoir des producteurs de contenus locaux. Ça, on pourrait dire que c'est vers l'avenir. On pourrait même aller plus loin en disant tiens, il y a peut-être un potentiel dans le sud de la France qui a été cherché. C'est d'avoir des tuyaux, c'est par exemple avoir vous et pouvoir diffuser le plus rapidement possible ces contenus locaux. Il y a là une logique d'entreprise, ou pas? Il y a une logique d'entreprise. Mais pourquoi le secteur public échapperait à cette logique d'entreprise? Ce que j'appelle, moi, la logique d'entreprise... Vous ne comprenez rien à ce montage Publifin-Netis et que, voilà, je vous donne un exemple de quelque chose qui me semble être une chaîne qui pourrait exister. En tout cas, c'est l'argumentation donnée par Publifin et Netis. Vous n'y croyez pas? Oui, mais ce que je dis, si c'est le cas, ça pose un problème d'évaluation. Vous avez tellement d'activités aussi différentes que certaines sont très rentables, comme ce qui concerne le réseau de distribution d'électricité et de gaz. D'autres sont déficitaires. C'était la vache à lait du groupe, clairement. Oui, mais d'autres sont déficitaires. Donc si quelque part c'est pour faire en sorte qu'on subsidie de manière croisée des activités déficitaires au travers d'activités profitables, ça pose un problème aux yeux de la transparence et vis-à-vis du citoyen. Parce que le citoyen, quand il paie sa facture d'électricité, c'est profitable pour le réseau de distribution de gaz et d'électricité. Mais si ça sert à combler des déficits sur vous ou sur d'autres activités, ça ne me paraît pas logique. Si ça sert à donner du rendement à des fonds de pension, ça ne me paraît pas non plus alors, logique. Ou alors ça doit être fait en toute transparence. Est-ce que ce manque de transparence, avez-vous le sentiment, sur base de l'étude que vous avez faite, en ce qui concerne ces structures-là, mais d'autres, qu'il est volontaire? Alors, est-ce que ceux qui doivent contrôler sont finalement trop peu aguerris ou trop peu malins ou ils ne s'en sont pas préoccupés? Ou bien ça a été confisqué par un petit groupe qui finalement en fait son business et le confisque à la connaissance des autres, sachant que vous, dans votre étude, vous dites qu'à un moment donné, et ça concerne Netis, que quand on a voulu réglementer les choses, vous dites finalement, le politique court derrière une structure qui s'auto-organise, et chaque fois qu'ils prennent une mesure, la structure fait tout ce qu'elle peut pour échapper à cette nouvelle réglementation. Vous dites, en 2007, on a fait en sorte que le bourgmestre ne puisse plus être directeur d'intercommunal, hop, soudain, la structure Publifin d'aujourd'hui ne devient plus dépendante de la région wallonne, donc échappe à ce contrôle en devenant simplement un peu actif à Uccle, un peu actif dans les fourrons, et donc ne devient plus spécifiquement wallonne. Et vous dites après, quand on veut alors
tout réglementer, hop, elle devient sur d'un privé, et donc c'est une réglementation mise dans une société privée que la région ne pourra plus contrôler. Donc ça veut dire qu'il y a volonté d'échapper au contrôle. Oui, de s'adapter. La structure d'organisation s'adapte au cadre juridique. Donc c'est bien la preuve. J'avais repris cet exemple pour montrer que la solution qui consiste à renforcer le cadre juridique en soi n'est pas suffisante. Parce qu'on doit tenir compte du fait que ces organisations vont se modifier et vont s'adapter pour toujours essayer d'échapper à tout type de contrôle. Est-ce qu'il y a eu volonté de dissimulation? Est-ce que vous avez le sentiment ici que, de fait, il y a des gens qui ont voulu se faire une entreprise à eux, un peu indépendamment du contrôle? On sent qu'il y a un petit côté son bébé. On a développé tout le produit chez M. Gilles et chez M. Moreau. On sent qu'ils se sentent quelque part les pères. Il y a une filiation paternelle. Ils sont fiers de cela. Ils sont fiers de ça. Et ils en sont fiers. Donc ils ne comprennent probablement pas la critique actuelle puisqu'ils sont fiers de leur bébé. Et ils se sentent en toute la pleine autorité sur cet enfant. Le problème, c'est que c'est quand même un produit, je dirais, intercommunal. Donc, ce n'est pas leur enfant à eux seuls. C'est un enfant partagé. Et donc, ils n'ont pas de légitimité à déclarer que c'est leur seul enfant. Si vous voulez, on a presque à peu près ici un problème d'autorité parentale, si vous voulez. Et qui doit exercer l'autorité, excusez-moi? À la fin, c'est l'État. Mais quel les État? forces régaliennes, c'est l'État, ça. C'est la région wallonne, ici? À l'occurrence, il faut trouver un accord. Le problème, c'est le problème communautaire. C'est que c'est à cheval sur la région flamande et sur la région wallonne. Donc, on doit se mettre d'accord. Est-ce qu'il y a un problème de formation, de compétences de nos mandataires publics, du personnel politique en l'occurrence? Moi, je suis un peu choqué de l'attitude de certains qui considèrent que si on ne les rémunère pas au minimum 5 000, 6 000 euros net, ils se sentent spoliés et ils considèrent que c'est une insulte à leurs compétences. Moi, je trouve ça absolument choquant. Donc, dans le cadre, on parlera de la réforme des pensions. Nous avons travaillé avec des jetons de présence de faible ampleur. On se considère comme tout aussi compétent pour faire cette réforme. De faible ampleur, c'est quoi? On était à 150 € et tout le monde était présent, mais on travaillait surtout tard le soir pour rédiger le rapport qu'on a rédigé nous-mêmes, qui faisait 700 pages à la fin. Et donc, c'est une rémunération qu'on trouvait correcte. On ne s'est jamais plaint. Mais ici, on se retrouve à des gens qui considèrent que ne pas être rémunéré suffisamment, c'est une insulte à leur talent et qu'on n'attirera que des gens médiocres. Et vous plaideriez pour une espèce de commission, pour le coup, pas une commission d'enquête, mais comme il y a eu pour les pensions, c'est-à-dire qu'on demande à un groupe d'experts, finalement, de proposer, parce que une solution plus large, c'est-à-dire que pour réformer les intercommunales, de venir avec un espèce de projet de réforme de l'intercommunal qui est un vieil objet. En fait, les Flamands sont face à la même demande. En fait, même la NVA s'est dit historiquement ça fonctionnait comme ça, on est rentré dans le système et on a juste accumulé les mandats et pas nécessairement accumulé ni les compétences ni les missions. Oui. Donc ici, je comprends la solution du gouvernement wallon. Je trouve qu'elle est bonne. Il faut agir dans l'urgence et il faut un plan fort. Bon, ça c'est une chose. Et donc sur les questions des cumuls de mandats, ce sont des actions fortes, visibles, qui peuvent convaincre l'opinion à court terme. Mais de toute façon, si on veut regarder vers l'avenir, et c'est le souhait du gouvernement, on doit se mettre autour de la table et réfléchir à une réforme de la gouvernance des structures publiques en Belgique et en Wallonie en particulier. Avant de passer au chapitre suivant, quand même encore une question. On voit beaucoup de démissions dans ce dossier. C'est vrai que des gens visiblement prennent conscience qu'il faut démissionner de Publifin, mais ils restent tous à Netis. Comment est-ce que vous interprétez ça? Et ils basculent dans la structure privée, donc... Je ne peux pas vous donner de réponse. Mais ça existe, ça, un homme politique qui a une délégation ou un mandat dans une structure qui était publique et qui soudain devient un mandat privé? Ça existe, ça, ou c'est une notion qui a été inventée pour l'occasion? Non, ça existe, on peut changer. C'est la mobilité professionnelle. Vous pouvez passer le statut de mandataire public et être administrateur privé. Mais ils font quasi tous le choix d'abandonner le public pour filer dans le privé. Ça paie mieux, probablement. Vous voulez que je vous dise, le type de contrôle n'est pas le même. Quelle est la différence? Revenons aussi à la différence entre le public et le privé. Au niveau du privé, c'est la rentabilité. Donc, Netis est rentable. Les entreprises privées qui ont un peu de bonne gouvernance ont un certain nombre de règles à respecter, y compris de répondre devant un conseil d'administration. Le conseil d'administration de Netis, finalement, au travers de Publifin, on ne sait pas très bien qui c'est. Si, on doit remonter Netis vers Publifin pour retrouver le conseil provincial de Liège et les 75 communes wallonnes. Votre conclusion sur Donc, ma conclusion là-dessus, c'est que si vous êtes mandataire public, quelque part, et dans une structure publique, il y a beaucoup plus de contraintes et de règlements que dans le privé. Ça, c'est une chose. Et donc, pour des gens qui ont un certain profil, ce que j'appellerais les capitalistes du public, c'est plus facile de fonctionner dans le privé. Alors, nous allons passer à un autre chapitre, comme l'a dit Jean-Pierre il y a quelques instants, avec Jean Hendrix, professeur d'économie à l'UCL, membre de l'Institut Itinéra. Nous allons parler de la réforme des pensions. Le grand oral, RTBF le soir. Les pensions, parce que vous êtes, Jean Hendrix, l'un des 12 membres du conseil académique en cette matière, donc mis en place par le gouvernement, et votre travail inspire précisément le gouvernement fédéral de Charles Michel. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez nous garantir, à nous ici dans ce studio, à nos auditeurs, téléspectateurs, que nous aurons bien donc des pensions
lorsque nous arrivera l'âge de la retraite. Je crois en Belgique qu'il n'y a qu'une seule personne qui a pu garantir ça, en tout cas qui pensait le pouvoir, c'était M. Dardenne, Michel Dardenne, qui a dit les pensions seront payées. Il a aussi dit la dette est venue spontanément, elle partira spontanément. Moi, je ne me sens pas en position de garantir ça. Et c'est justement parce que je ne me sens pas en position de le garantir que je pense qu'il est indispensable qu'une commission s'attelle à réfléchir comment garantir de manière crédible un financement à long terme de nos pensions. Mais les réformes qu'on a faites ici et qui ont été annoncées ne suffisent pas, n'ont pas réglé le problème. Je pense que tout le monde s'est dit ça à un moment donné. Non, pour une raison simple, c'est que la pension à 67 ans en 2030, ça ne commence qu'en 2030. Donc c'est une réforme, c'est une forme de promesse si vous voulez à terme, mais ce n'est pas une réforme qui a des effets immédiats. Alors, sauf si on ajuste, comme on l'a fait, les conditions de départ à la pension anticipée. Ça a de l'effet. Oui. Mais la question est de savoir dans quelle mesure c'est effectif. Si les gens glissent en maladie, invalidité à cause de ça, et on voit l'explosion des dépenses dans les soins de santé pour les seniors, ça n'a pas l'effet souhaité, puisque le but, c'est fondamentalement d'arriver à allonger la durée des carrières effectives. Donc si c'est, au lieu d'être prépensionné, on est malade, ça ne change pas grand-chose. Et aujourd'hui, dans la tirelire, il n'y a pas assez d'argent ? Non, la preuve, c'est qu'on doit recourir à un financement alternatif qui est de plus en plus important. Donc j'ai calculé qu'en particulier, j'ai regardé l'évolution comparée des cotisations sociales, employeurs et travailleurs, sur une longue période, donc d'ici de 1985 à aujourd'hui, donc plus d'une trentaine d'années, et j'ai comparé l'évolution de la masse totale des dépenses de pension. Tout régime confondu, y compris les pensions minimales, les pensions de survie, tout ce que vous pouvez envisager. Et ce qui se passe, c'est que depuis 2003, donc jusqu'à 2003, c'était relativement la bonne nouvelle, l'évolution des cotisations, donc des contributions sociales, était parallèle à l'évolution des dépenses de pension. Et donc le trou était comblé par un financement alternatif, mais qui restait plus ou moins constant. Ce qui se passe, c'est que depuis 2003, on a des dépenses de pension qui ont évolué 2 fois plus vite que les cotisations. Et donc, un fossé se creuse, en fait. Il y a vraiment un dérapage ici. Et ce fossé se creuse. La seule manière de le financer, c'est le recours à la dette. Et la dette belge augmente. D'accord ? Ça commence à devenir d'ailleurs un sujet qui intéresse la Commission européenne. Et 2, en allant racler dans d'autres dépenses. Et donc, en créant de l'austérité dans d'autres postes. Et ça veut dire que le gouvernement a mal fait sa réforme, ou bien ça veut dire qu'il faut prendre des mesures complémentaires pour compléter justement ce qui a été fait? Il faut des mesures complémentaires. Et la première, la vraie mesure qui ne se traduit pas dans les faits à l'heure actuelle, c'est un allongement effectif des durées de carrière. Et oui, on ne peut pas dire aux gens, soudain, plus vite que 2030, vous allez... Mais le problème, c'est que les gens partent encore en moyenne à 60 ans. Et ils partent à 60 ans pour une raison assez simple. Si vous regardez les chiffres, vous regardez que les gens qui sont à la pension à 60 ans ont en moyenne la même pension que les gens qui sont à la pension à 61 ans, qui en moyenne ont la même pension que les gens qui sont à la pension à 62 ans. Et donc vous voyez qu'entre 60 et 65 ans, il n'y a aucune pénalité si vous partez plus tôt. Ça va être pas du tout populaire, on se rapproche des élections là maintenant, ce gouvernement ne va pas pouvoir prendre ce type de mesures pour forcer les gens à... Oui, mais toute vérité n'est pas populaire, donc il y a des efforts à faire. Donc clairement, s'il y a un problème de financement, c'est qu'il y a un coût à combler. Et ce coût, ça ne va pas être populaire quand on dit aux gens qu'il va falloir combler. La manière la plus efficace de le combler, c'est de trouver un moyen d'allonger, de pousser les gens à aller au-delà de 60 ans. Mais est-ce que c'est vraiment réaliste d'allonger ces carrières? Parce que lorsqu'on parle avec des collaborateurs, des travailleurs, chacun trouve que dans son métier, il ne se voit pas aller jusqu'à 62, 63, 67 ans. Non. La pénibilité peut être objectivée, mais c'est aussi quelque chose de très subjectif par rapport à sa vie personnelle, par rapport à sa santé, par rapport à ses propres compétences et capacités. Si vous regardez les enquêtes d'opinion, vous avez raison, il faut tenir compte des enquêtes d'opinion. Donc, répondre à l'intérêt général d'une manière. On ne peut pas imposer à des gens des solutions contre leur volonté. Mais si vous regardez assez finement les enquêtes d'opinion, vous découvrez que les gens ils seraient d'accord de travailler un peu plus longtemps. Et c'est assez massif la réponse. Si on leur permettait d'avoir plus de flexibilité d'aménagement de leur temps de travail. Ça vient à 80%, presque aussi souvent qu'un bonus financier. C'est votre proposition, vous êtes un peu un obsédé de la pension à mi-temps, c'est ça? Oui, mais qui a une bonne adhésion, je dirais, tant externe dans le public que même en interne dans les partis politiques. Plusieurs partis m'ont dit qu'ils sont assez favorables, mais il faut encore la mettre en place. Donc ça, c'est une chose. Là-dessus, on n'est pas encore très bien avancé. Le gouvernement veut absolument avancer cette année sur la pension à mi-temps. Et il y a l'autre aspect, c'est la pénibilité. Donc ça, c'est au niveau du Conseil national des pensions. Donc il y a un vrai débat là-dessus avec les partenaires sociaux, mais comme vous l'avez dit, il faut objectiver ça. Et il ne faut pas seulement objectiver, il faut surtout mettre un mécanisme de pénibilité en place qui ne crée pas des effets pervers. Je m'explique. Si vous créez la pénibilité en définissant certains métiers,
et qu'elle ne s'applique qu'en fin de carrière. Ceux qui ont la chance de terminer, si je puis dire, leur métier avec leur vie, leur carrière avec un métier pénible pourraient partir plus tôt, alors que d'autres qui ont commencé leur carrière par un métier pénible et terminent par un métier moins pénible n'auraient pas cet avantage, alors qu'ils auraient passé le même nombre d'années dans un métier. Ce qu'on voudrait, c'est juste l'inverse. C'est au lieu que les gens aient un intérêt à terminer leur carrière par des métiers pénibles pour pouvoir partir plus tôt, c'est qu'ils modifient leur carrière en allant vers un métier moins pénible. Mais les années passées dans un métier pénible doivent être comptabilisées pour permettre des départs anticipés à la pension. Et ça, nous, ce qu'on propose, c'est de le faire au travers d'un mécanisme de points. On donne des points complémentaires, qui sont des bonus pension, si vous voulez, pour chaque année passée dans un métier pénible. Mais le métier pénible, c'est un concept évolutif. Aujourd'hui, tel métier est pénible, il ne le sera plus demain, ce sera un autre qui sera pénible. Et donc, cette question est fondamentale. Et c'est sur ces questions-là qu'on doit avancer pour allonger les durées de carrière. Et de ce point de vue-là, vous avez un écho du gouvernement ? Oui, on suit. Donc, c'est sur l'agenda du gouvernement. Je vous l'ai dit, le ministre Baclen souhaite vraiment avancer. Donc, c'est en cours de route. Bon, ça avance lentement, mais sur la pénibilité des métiers, c'est en cours de route. Et sur la pension progressive, comme on appelle, donc la sortie progressive du marché du travail avec des morceaux de pension, c'est aussi, ça fait partie de notre mission. Est-ce que vous trouvez que la technique des commissions est une technique utile? Parce qu'on voit l'autre grand point noir de la Belgique, c'est la mobilité, pour que Nord-Sud, Bruxelles, tout le monde souffre de ça tous les jours, incluant tous les types de transports. Est-ce que vous estimez que là-dessus, s'il y avait un comité d'experts, 12 personnes, et qui font des propositions, ce serait une bonne chose? Oui, je pense qu'il y avait une carte blanche avec M. Delvaux, Thaïs et Meunier sur de grands projets. Tout à fait. La mobilité, ça fait partie des priorités. On peut fixer des objectifs clairs et on construit une task force ou une commission, ou ce que vous voulez, avec une expertise technique, notamment sur le terrain. Donc, c'est pas des académiques quand j'entends une commission. Mais le moins politique possible, c'est ce que je dirais, pour éviter les arbitrages. Ça viendra ultérieurement, en fait, dans l'implémentation. Mais en tout cas, pour préparer le terrain. Ce que je regrette beaucoup en Belgique, c'est le manque de préparation dans les décisions, que ce soit la réforme fiscale. Le tax shift n'a pas été vraiment bien préparé, fondamentalement. Alors, ça nous permet précisément d'aborder le dernier thème de cette émission, c'est le pacte d'excellence, parce que là, si on peut bien dire qu'il y a eu quelque chose qui a été préparé par Joachim Milquet d'abord, et puis Marie-Martine Schins. Et des experts aussi. C'est l'ensemble des experts. C'est une vaste consultation dans des acteurs de l'école, et pourtant, à l'arrivée, c'est le blocage syndical. Est-ce que c'est pas là aussi les limites de la méthode ? Oui, sur ce sujet-là, je suis un peu surpris du blocage syndical, je dois vous avouer. Donc, les syndicats sont partenaires, sont co-rédacteurs, si je puis dire, de ce rapport qui fait plus de 300 pages, avec les pouvoirs organisateurs. C'est pas le gouvernement qui a rédigé ce rapport. Et c'est pas les experts non plus. Les experts ont donné du matériel, ont fait un peu un tour des connaissances, un état des connaissances, et puis c'est sur cette base que les pouvoirs organisateurs, les fédérations de parents et les syndicats se sont exprimés. Donc là, on sent qu'il y a un équilibre des forces dans ce rapport. Il y a deux grands axes. Pour faire simple, il y a l'idée du tronc commun, d'avoir un enseignement un peu multidisciplinaire, mais commun à tous jusque la 3e année. On allonge d'un an. On allonge d'un an, mais je dirais que c'était plutôt une volonté de gauche, plutôt. Et la volonté libérale, c'était de donner plus d'autonomie et de pouvoir aux directions d'établissements scolaires et aux enseignants. Maintenant, je vois que ça bloque, quand notamment on parle du fait que le directeur d'établissement va pouvoir évaluer les profs. C'est une source de blocage, notamment. Et donc là, ça faisait partie de l'accord, d'une certaine manière. On ne peut pas renoncer à cette idée d'une plus grande autonomie de gestion des établissements scolaires, notamment sur l'évaluation des... parce que quand on parle d'autonomie, il faut une forme de lâcheté des syndicats. L'évaluation des résultats et garder l'autre aspect, ce qui nous intéresse. C'est un accord, c'est un deal là-dessus. Est-ce qu'il y a une forme de lâcheté des syndicats? Est-ce qu'ici, justement... Non, on avait eu le même problème avec la réforme des pensions, c'est le risque de cherry picking. Donc on prend ce qui nous intéresse et on laisse tomber l'autre. Or, ce fait que c'est un équilibre. Donc si vous enlevez quelque chose, le reste part. C'est foutu d'après vous? Ou il y a moyen de récupérer les choses? Non, je ne pense pas. Je pense qu'ils vont reprendre le travail et je pense que le gouvernement a une bonne attitude de ne pas s'impliquer dans la rédaction du rapport. C'est à eux à se mettre d'accord entre ces deux forces, si vous voulez. Plus de centralisation et d'uniformité via ce tronc commun, et en même temps, simultanément, plus de décentralisation dans ce qui est la gestion au quotidien. On termine par une question qui va peut-être vous déranger un peu. Votre boîte à penser, Think Tank Itinéra Institute, prône pour tout le monde la transparence. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas connaître vos donateurs? Ce sont des donateurs privés, vous l'affirmez, vous dites que vous êtes totalement indépendant, mais pourquoi est-ce qu'on ne peut pas les connaître? Parce que certains disent déjà, vous savez, Itinera, c'est quand même une pensée un peu libérale, et c'est vrai que le flingage que vous avez fait avec
nous, ici, en répondant à nos questions de la chose publique, pourrait être interprété de ce côté-là? Donnez-nous des arguments de comprendre ce manque de transparence. Non, d'abord, j'insiste, j'ai rédigé ce rapport dans le cadre d'Itinéraire sur la gouvernance publique, bien avant justement l'émergence de toutes ces affaires, et avec une vraie sensibilité pour la fonction publique. Je suis professeur d'économie publique et finances publiques, donc j'ai un vrai intérêt pour l'importance et la qualité du service public. Moi, je suis un enfant de l'assistance publique, pour vous dire vrai. Donc, je n'ai pas connu mes parents. J'ai bénéficié de l'assistance publique. Donc, je suis conscient de l'importance de l'assistance publique. Je vois des gens en détresse qui n'ont pas d'aide publique. Et en même temps, je vois des affaires comme on les voit. Je suis choqué par ça. Donc je dis ça, ce sont des dérives. Et maintenant, Itinéra et son financement. Ouais, ce sera votre conclusion. Itinéra et son financement, il y a un débat en interne et ça va être publié. Tous ceux qui le souhaitent, et une bonne partie sont d'accord pour que ce soit publié, seront publiés sur le site. Et pour les autres, on respecte leur volonté. Ils sont donateurs. Ils ne veulent pas être... En gros, sans connaître les noms, c'est qui? Ce sont des familles, ce sont des industriels? Vous dites un mélange. Veut pas de subsides publics. Pourtant, il y a des organismes indépendants qui ont des subsides publics. Il n'y a pas de subsides publics, par exemple. Non, il n'y a pas de subsides publics, et je pense que vous savez très bien pourquoi. Et donc, c'est une volonté d'échapper à ce risque de contrôle politique. Mais dès que vous êtes subsidié par le public, quelque part, vous avez des comptes à rendre au niveau du public. Oui, on n'a aucun compte à rendre aux entreprises privées, aux familles. Non, alors justement, pourquoi? Parce que ce sont des financements structurels qui s'espacent sur plusieurs années, donc c'est un engagement pour 5 ans. Et deuxièmement, parce qu'il y a une diversité de sponsors suffisamment grande qui viennent de secteurs différents que pour se neutraliser entre eux. Il n'y a pas un groupe d'intérêt particulier là derrière. Mais ça va être... On se contentera de cette réponse parce que le temps nous est compté et que nous sommes arrivés au terme de cette émission. Je suis désolé de vous interrompre tous les trois. Merci à vous, Jean Hendrix, merci à Béatrice Delvaux et à Jean-Pierre Jacquemin, aussi à l'équipe technique et éditoriale qui permet la réalisation de cette émission en radio sur la première, en télévision sur la 3 de dimanche en soirée et sur le web via notre plateforme rtbf.be/ovio et le site du journal Le Soir. Rendez-vous la semaine prochaine avec un nouveau grand oral.